Bonjour à tous et bonjour à toutes. Une nouvelle semaine du Book Club débute. Vous avez été très nombreux, très actifs sur le compte Instagram du Club de lecture de France Culture ce week-end. Alors, un grand merci pour tous vos conseils et toutes vos impressions de lecture. Hashtag Book Club Culture. Ce lundi midi, nous nous replongeons dans les années 80 et 90, celles qu'on a appelées les années SIDA, quand un virus inconnu décimait une bande de copains du Marais parisien, quand un virus très virulent bouleversait une famille de commerçants d'un village de l'arrière-pays niçois. Les premiers sont homosexuels, les seconds usagers de drogue, toxicomanes, disait-on à l'époque. Pour ne pas les oublier, deux romanciers racontent leur histoire. On les accueille dans un instant avec nos lecteurs et lectrices. Comment tout a commencé? Cette lecture m'a profondément touchée et ramenée au début des années 80. Il parle parfaitement de cette période chaotique et difficile. Parce qu'il parle du milieu queer, d'hypersexualité, de séropositivité. Parce qu'avec ce témoignage, en fait, je découvrais les années SIDA. Et c'est très précieux. France Culture, le Book Club, Nicolas Herbeau. Les membres de la communauté du Book Club qui nous accompagnent ce midi, Isabelle, Nicolas, Gabriel et Victoria, qu'on va retrouver tout au fil de l'émission. Bonjour Philippe Joanny. Bonjour. Vous venez de publier votre deuxième roman, sobrement mais puissamment, intitulé 95. Il paraît aux éditions Grasset, 95, une référence à 93 de Victor Hugo, qui racontait les pires années de la Révolution française, les années de la terreur. En 95, dans votre roman, c'est une autre terreur qui frappe vos personnages, votre bande de copains. La terreur que sème le virus du sida et la mort qui plane au-dessus de leur vie. Oui, c'est ça. Oui, enfin, c'est surtout en effet comment est-ce qu'on se débrouille quand on est dans une situation comme celle-là, une expérience limite, quel choix on fait, quelle décision on prend. On est jeune, on n'a pas 30 ans. Si on est étudiant, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on poursuit ses études? Si on est dans le monde professionnel, est-ce qu'on envisage une carrière? Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Ça remet en cause tous les choix de vie qu'on a pu faire, tous les projets aussi, le futur qu'on s'est imaginé. Absolument. Après, on ne peut pas faire de généralité. Il y a des gens qui, au contraire, ferment les yeux, font l'autruche et continuent de mener leur vie exactement comme ils l'ont toujours menée. Moi, ça, c'est pas ce qui s'est passé autour de moi, c'est parce que j'ai vu des gens, et moi y compris, non pas fuir cette réalité, mais essayer de vivre autre chose. Et donc évidemment, ça se passe beaucoup la nuit. Ça ne veut pas dire qu'on oublie le jour. Le jour, je viens de voir un film au Palais de Tokyo de Lionel Tsoukas qui m'a profondément touché à ce sujet-là, évidemment, dans lequel un personnage, lui aussi homosexuel, lui aussi toxicomane, lui aussi séropositif, dans les années 80, il dit cette phrase bouleversante, il dit « Ce n'est pas nous qui vivons dans la peur, c'est la peur qui vit en nous ». Une très belle phrase. Évidemment, film que vous avez vu à l'exposition Exposé au Palais de Tokyo, partenariat France Culture. On en dira évidemment un mot à la fin de cette émission. Pour discuter avec vous, échanger, on a invité un autre auteur, Anthony Passeron. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en direct de Nice grâce à nos confrères de France Bleu Azur. Vous êtes professeur de lettres et d'histoire-géographie en lycée professionnel. Vous publiez, votre premier roman. Il s'appelle Les Enfants endormis aux éditions Globe. Et vous y racontez l'histoire d'une famille de commerçants, la vôtre, installée dans l'arrière-pays niçois et qui, elle aussi, va être bousculée, bouleversée par le sida. De quelle façon, racontez-nous? Mon oncle était toxicomane et il fait partie des jeunes gens de la Côte d'Azur qui ont été contaminés à une époque où on savait très peu de choses de la maladie, au tout début des années 80, et où elle était essentiellement associée d'abord à l'homosexualité, dans un village où officiellement il n'y a pas d'homosexuels, il n'y a que des vieux garçons, donc ça va déclencher tout un tas de silence et de déni dans ma famille qui m'a semblé important de raconter aussi.
Les enfants endormis donc. On est à la fin des années 70, début 80 et on suit deux récits qui s'alternent. Donc celui de votre famille dont vous venez de dire un mot, de votre oncle Désiré et celui, autre récit très documenté, on y reviendra dans un instant, des médecins qui vont s'alerter sur ces morts et sur évidemment ce virus qui arrive et qui touche les patients qui les entourent. On va écouter Isabelle, notre lectrice. Elle a lu votre roman, Anthony Passeron, et voici ce qu'elle en a retenu. J'ai vraiment pris du plaisir à lire Les enfants endormis, en alternant les chapitres consacrés à l'histoire de sa famille et ceux dédiés à l'émergence du virus du sida. Anthony Passeron a donné une belle dynamique à son roman. Il parle parfaitement de cette période chaotique et difficile. Difficile pour les médecins, car non considérés dans leurs recherches. Difficile pour la communauté homosexuelle et les toxicomanes qui étaient fustigés par l'opinion publique. Et bien entendu difficile pour les familles dont la sienne, qui étaient totalement démunies face à cette bataille perdue d'avance. Cette lecture m'a profondément touchée et ramenée au début des années 80. J'ai notamment repensé à Charlotte Valandrey, qui avait été déclarée positive à l'aube de ses 18 ans. C'était mon âge à l'époque. J'ai également pensé à Clémentine Sélarié, embrassant un séropositif lors du premier SIDAction, dans le but de briser les légendes à propos de la transmission du virus. J'ai enfin pensé au terrible film autobiographique de Cyril Collard, Les Nuits Fauves. Anthony Passeron, vous dites dans votre prologue que vous avez voulu raconter ce que votre famille a traversé dans une solitude absolue. C'était très important pour vous d'écrire cette histoire, de la coucher sur des pages ? C'était capital. J'ai vraiment voulu écrire le sida de ceux qui n'ont pas eu les moyens de le raconter eux-mêmes et encore moins d'en faire un geste artistique ou politique. Et j'appartiens à la génération suivante, si j'ose dire, et les membres de ma famille n'ont jamais pu se relever de cette histoire et n'ont jamais pu prendre eux-mêmes cette narration en main. Et j'avais l'impression qu'il incombait à ma génération, celle qui avait été en partie protégée parce que mise un peu plus à l'écart parce que enfant, de prendre en charge ce récit et de le livrer cette fois de manière franche et en dehors de tout élément de morale. Ce qu'on comprend bien en lisant votre livre, toutes les premières pages, en tout cas, vous nous racontez évidemment l'histoire de vos grands-parents, cette famille italienne qui s'installe évidemment dans l'arrière-pays niçois, et puis cette stature, ils sont commerçants, une famille de commerçants, de bouchers que vous nous racontez, et puis ce silence, ce tabou autour de la situation qui touche votre oncle Désiré, qui est en plus, si je puis me dire ainsi, le préféré de votre famille. Ça fait beaucoup de raisons pour qu'on ne parle pas de ce qui lui est arrivé. Oui, exactement. Et ce qui m'intéressait, c'était pas tant d'écrire un livre sur le sida en tant que tel, c'était d'écrire un livre sur comment le sida vient percuter des trajectoires intimes, familiales, avec leurs zones d'affection, de tension, etc., pour mieux les inscrire dans une histoire collective. Et c'est vrai que le sida est venu comme un catalyseur des émotions de la famille, des émotions qui préexistaient à l'arrivée du virus. Et ce qui m'intéressait, c'est ça, c'est de voir comment cette catastrophe va bouleverser des vies. À la toute fin de votre roman, dont vous êtes manifestement le narrateur, vous contactez une personne qui a bien connu votre oncle, une survivante en quelque sorte, et elle vous raconte dans quel état d'esprit est votre oncle à l'époque, que tous, lui, son épouse, ses amis, voulaient vivre comme les auteurs qu'ils lisaient alors, comme les musiciens qu'ils écoutaient. Et elle vous dit, on avait raté 68, alors on voulait au moins expérimenter ça, nous aussi. Il y a une sorte de volonté de vivre, de fureur de vivre aussi à l'époque chez votre oncle. Oui, absolument. Et je pense que c'est même rendu encore plus fort par la géographie dans laquelle se situe leur vie. C'est des jeunes gens d'un arrière-pays niçois qui est à la fois très proche de la Côte d'Azur, mais qui est culturellement, socialement, en est très éloigné. Et cette jeunesse qui a été la première à quitter le village pour aller faire des études à Nice, en l'occurrence sur la côte, a vraiment voulu goûter, si j'ose dire, à tous les plaisirs, à tous les enjeux de la génération, de toute l'urbanité à laquelle ils avaient tout d'un coup accès. Et il faut aussi se souvenir qu'ils sont tombés dans la consommation d'héroïne. Non, je dis pas ça pour dédramatiser, mais c'est difficile après 40 ans de pandémie de se souvenir que l'héroïne n'a pas toujours été associée au VIH et que c'était un exercice dangereux, la toxicomanie, mais que on ne risquait pas d'attraper cette maladie-là en tout cas. Donc c'est aussi pour les remettre dans ce contexte et essayer justement de libérer le récit de l'aspect moralisateur qu'il peut subir parfois.
Philippe Joanny, je parlais de fureur de vivre. J'imagine que ça vous parle aussi, puisqu'on retrouve cette urgence dans la vie, cette urgence de vivre, ce besoin de brûler la vie par les deux bouts dans votre roman, puisque vous racontez pas la maladie en tant que telle, mais on entre, grâce à votre récit, dans un groupe d'amis, dans une histoire d'amitié très forte, du jour au lendemain, elle aussi bousculée par l'arrivée du VIH. Oui, c'est personnages qui finalement sont très proches enfin, ils ont une proximité évidente avec Désiré, l'oncle d'Anthony, puisque pour la plupart ils sont provinciaux. Ils grandissent dans des villages ou des petites villes de province où se découvrir homosexuel dans ces années-là, c'est pas un scénario très rose. Donc évidemment, très rapidement, diplôme ou pas en poche, on prend un train et on monte à la capitale. Et à la capitale, on sait où on peut aller. On va directement dans le Marais, puisqu'à l'époque, c'est un lieu d'ancrage. On sait qu'on va très rapidement se faire des amis. Ces amis, ce sera une bande, et cette bande, ce sera une famille. Et voilà, et la vie peut enfin se vivre, non pas sereinement, mais joyeusement même. Alors évidemment, si après on est fauché par cette terrible catastrophe, eh bien, oui, on a toujours le moyen d'y échapper par la drogue, par les clubs, par la musique, la fête. C'est cette idée aussi que, et vous le disiez, mais on est conscient, puisque ça nous frappe, ça nous arrive, mais on est déstabilisé par cette contamination, effectivement, et il y a l'idée de ne pas être concerné. Il y a une forme de déni aussi qui arrive parfois dans l'envie de vivre, en tout cas. Non, je ne crois pas que ce soit du déni. Le fait est que c'est un mot qu'on ne prononce pas, ou très très peu, dans les bars, dans les boîtes de nuit, dans le Marais. Les gens qui sont concernés ne prononcent pas ce mot. On en a bien assez avec lui, avec ce virus. On ne le prononce pas, on ne parle pas davantage de lutte contre le sida. Toute la partie prévention qu'on peut connaître aujourd'hui en 2023, la partie d'information, même aux plus jeunes, tout ça, ça n'existe pas à cette époque-là, et même au sein de la communauté homosexuelle, si je puis dire, on est un peu, pas dans le déni peut-être, mais démunis par rapport à ce qui nous arrive. Démunis, oui, je ne suis pas sûr qu'on n'en parle pas. Il y a des têtus existent, le guêpier n'existe plus, mais il en a beaucoup parlé. Non, je crois qu'il y a de l'information, au contraire. Mais dans la bande d'amis, par exemple, non, est-ce que c'est ça n'est pas une bande très politisée, enfin en tout cas pas par ce type, pas de cette façon-là. Non, c'est une bande qui s'épuise beaucoup, c'est vrai. Qui passe essentiellement son temps je crois qu'il fallait... J'ai une amie qui m'a dit cette phrase extraordinaire. Te rends-tu compte que nous aurons passé notre jeunesse sous la surface de la Terre? Alors évidemment, j'ai pensé comme les rats, comme les morts, comme tous ceux qu'à l'époque nous emmenions au cimetière, mais en fait non, nous aurons passé notre jeunesse dans des discothèques, des clubs, sur des pistes de danse, au milieu des lasers et sous des boules à facettes, drogués, avec beaucoup d'alcool. Nous épuisant, c'est vrai, mais je pense qu'en fait, il fallait justement se dépenser pour ne plus avoir à penser. Parce qu'il n'y avait peut-être pas du déni, mais de la peur, en fait. Oui, c'est ça, c'est plutôt de ça, véritablement. Alors Nicolas, de la librairie Les Mots à la bouche, ça doit vous parler. Philippe Joanny a lu évidemment votre livre 95, et voici ce qu'il en a pensé. Après le très intime « Comment tout a commencé », Philippe Joanny revient dans son nouveau roman sur une année charnière dans la vie des gays, à laquelle il donne son titre, 95, clin d'œil au 93 de Victor Hugo. C'est une année d'hécatombe dans la communauté, avant l'arrivée des trithérapies, qui ne sauveront pas tout le monde, mais feront passer en très peu de temps le sida de condamnation à mort à maladie chronique. Ramassée, la narration se concentre sur une semaine d'octobre, entre la nouvelle de la mort par overdose d'Alex, gay parisien,
et son enterrement dans une église normande, clash comico-tragique entre sa famille biologique et sa famille choisie. Les souvenirs et impressions du narrateur s'intercalent de témoignages des membres de sa bande d'amis, récoltés 5 ans plus tard. Autant de portraits d'hommes qui se serrent alors les coudes et tentent d'oublier le tragique de la situation dans l'épuisement des corps, à travers la came, la danse et le sexe. Toutes ces voix nous font revivre une époque peu documentée et viennent ainsi commencer à combler un déficit criant de transmission du vécu communautaire. Vous êtes d'accord avec Nicolas, donc de la librairie Les Mots à la Bouche. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la librairie Les Mots à la Bouche, c'est historiquement la librairie mythique du Guet du Marais, qui aujourd'hui a déménagé, mais existe toujours. Donc, on remercie Nicolas, évidemment, d'avoir lu votre livre. Déficit criant, dit-il, du vécu communautaire dans la mémoire collective. On a envie de dire, vous êtes d'accord avec ça ? Oui, évidemment. Que ce soit la littérature, que ce soit la littérature ou le cinéma, pas les arts en général, mais la littérature ne nous a pas donné beaucoup à lire sur le sujet. Pardon. Et il faut quand même reconnaître que l'essentiel des ouvrages qu'on a eus sont des récits de personnes publiques, de célébrités, de politiques. Mais c'est pour ça qu'on peut rendre hommage à Anthony aussi, parce que ces histoires-là n'ont jamais été portées par la littérature. Ici, il est question de gens issus de milieux populaires, qui ne sont pas engagés dans aucune lutte, quelle qu'elle soit. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de statut, mais ils n'ont pas de carrière, ils n'ont pas de boulot, ils n'ont pas d'ambition, ils n'ont pas d'argent. Oui, ces récits-là manquaient furieusement, bien sûr. Il y a, comme chez Anthony Passeron, chez vous, Philippe Joanny, un aspect documentaire. Nicolas de la librairie Les Mots à la Bouche en a dit un mot, puisqu'il y a ce récit, ce roman de cette semaine d'octobre 95, donc de la mort d'Alex jusqu'à son enterrement en Normandie. Et il y a aussi les témoignages, 5 ans plus tard, en 2000, des camarades qui ont vécu ce moment. Pourquoi avoir eu cette idée d'enregistrer leurs souvenirs de cette semaine terrible de 95 ? Alors la vérité c'est que précisément depuis 94 je dirais, j'avais commencé à faire de très longs entretiens avec des gens que je rencontrais souvent dans des bars de nuit, des créatures, des gens un peu particuliers qui m'inspiraient, et je leur proposais cette aventure de les voir 2 fois par mois à peu près, ou je ne sais plus, et voilà, qu'ils me racontent leur vie. Bon, j'en ai quelques-uns comme ça, donc j'avais déjà, ça me plaisait énormément ce travail. Et en 98, j'ai rencontré l'écrivain Guillaume Dustan, qui est devenu un ami proche. Dans la foulée, il a créé une collection de littérature aux éditions Ballant, et j'ai réfléchi à quoi lui proposer. J'ai pensé évidemment à cette histoire de la mort d'Alex, et de façon très très simple et très naturelle, je me suis dit que cette histoire serait plus forte, plus puissante, si elle était portée par d'autres voix aussi que la mienne, et donc par mes amis qui avaient vécu avec moi cette histoire. Je leur ai proposé... alors, à l'époque, il n'y avait ni téléphone portable, ni Internet, en tout cas pas de réseaux sociaux. Et donc, j'en avais perdu quelques-uns en route. Donc, ils ne sont pas tous là. Mais voilà, en effet, je les ai enregistrés. Après, j'ai essayé évidemment d'écrire le livre, puisque tout le matériau était là. J'avais transcrit les entretiens, je les avais découpés, je les avais classés, ordonnés. Tout était prêt, il manquait que moi. Et je n'arrivais pas à écrire, je n'arrivais pas à trouver ma voix. Donc voilà, j'ai dû abandonner ce projet, tout en sachant que je serais forcé d'y revenir par souci de mémoire, et aussi par devoir pour eux, pour ces amis qui sont pour la plupart morts évidemment depuis. Et je me devais de faire ce livre. Anthony Passeron, c'est la même idée, la même volonté qui vous a poussé, vous, à aller gratter, si je puis dire, derrière l'histoire de votre oncle, que personne n'a voulu vous raconter ?
Oui, absolument. Je pense que ce qui nous lie avec Philippe et ce qui m'émeut dans le fait de le rencontrer aujourd'hui, c'est que chacun, à notre manière, on a essayé, je pense, d'apporter une pièce à un puzzle collectif qui est l'histoire du VIH/SIDA, qui a été en partie surdocumenté du point de vue des métropoles, des célébrités. Et quand on surreprésente une population, on en invisibilise une autre, celle que j'appellerais les anonymes. Donc c'est vrai que quand il a fallu raconter ce qu'a été leur vie, leur expérience du VIH/SIDA, pas seulement aux personnes contaminées, mais également à leurs proches. Il a vraiment fallu faire des recherches parce que souvent, une partie de ces gens sont morts, d'autres qui n'étaient pas contaminés, la génération de leurs parents sont souvent morts de vieillesse ou sont plus forcément en état de raconter et parfois même ils n'en ont pas ce souhait. Donc le travail d'écriture, il est vraiment une sorte de recherche presque archéologique, d'essayer de collecter suffisamment d'éléments épars pour en faire une narration. Et je reconnais tout à fait le désarroi qu'a pu rencontrer Philippe dans son écriture. C'est que quand la source commence à se tarir, etc., il y a une urgence d'autant plus grande de raconter, mais aussi une gravité à l'endroit au moment de poser ses propres mots dessus qui peut vraiment ralentir le travail. Ouais. Vous écrivez, Philippe Joanny, ils tombent les uns après les autres et on les laisse tomber. Est-ce que cette idée, vous l'avez dès 1995 ou elle est venue en vous repenchant sur ce qui s'était passé ? À l'époque, elle est très claire. Elle est très très claire. La communauté homosexuelle est totalement abandonnée. Il faut se souvenir qu'en 2 septennats, François Mitterrand n'a jamais prononcé une seule fois le mot sida. Ronald Reagan aux États-Unis ne l'a pas davantage prononcé, pas une seule fois. Si on ne nomme pas une chose, elle n'existe pas. Ne pas la nommer, ou le fait que les gouvernants ne la nomment pas, voilà, il n'y a pas grand-chose de plus à dire finalement. Donc on oublie très vite, on ne sait pas. Et les gens meurent en masse. Oui. Il y a aussi cette idée évidemment de stigmatisation qu'on retrouve dans votre roman Philippe Joanny et dans celui d'Anthony Passeron. Anthony, votre oncle Désiré, a donc attrapé le VIH parce qu'il se droguait et on a d'abord cru, on a d'abord tout de suite pensé à ce qu'on a appelé le syndrome gay pour expliquer ce virus. Racontez-nous de quoi il s'agit, puisque on l'a dit tout à l'heure, dans votre roman, il y a toute la partie intime, familiale, mais il y a aussi toute la partie médicale, si on peut dire, tous ces médecins qui se sont battus pour comprendre ce qui se passait à l'époque, pourquoi ces jeunes gens mouraient et comment. Oui, la partie scientifique, documentaire de mon roman, elle permet de se souvenir que parmi les premiers cas qui ont été documentés, les homosexuels étaient surreprésentés à tel point que les quelques cas hétérosexuels, transfusés, toxicomanes ont été un peu mis de côté et que pendant très longtemps on a parlé d'un syndrome gay, à tel point qu'une partie de la population s'est longtemps crue à l'abri du sida et surtout ça a participé, quand bien même on avait pris conscience qu'il s'agissait aussi des toxicomanes, ça a participé d'un certain mépris vis-à-vis des autorités sanitaires. Et parmi les premiers médecins qui se sont intéressés à ce qui allait devenir le sida, beaucoup d'entre eux ont travaillé pendant très très longtemps seuls et sans moyens. Et à la faveur de la pandémie de coronavirus qui est arrivée récemment, on a vu à quel point un pouvoir politique peut s'emparer d'une question sanitaire, que quand on décide de prendre des mesures, si restrictives soient-elles, qu'elles nous contentent ou qu'elles nous mécontentent, la puissance publique est capable de s'emparer de quelque chose. Et comme un écho à ce qu'on a vécu dans les années 80, on a bien vu que la pandémie précédente, sans vouloir faire comme le dit Elisabeth Lebovici, une hiérarchie des pandémies, on voit bien que tous les virus n'ont pas été pris en main, si j'ose dire, de la même manière par les autorités sanitaires, et que je pense que dans le VIH/SIDA, la marginalité, entre guillemets, des populations les plus concernées a fait prendre un retard catastrophique à la recherche et à la dimension sanitaire, politique de ce qu'on attendait. Philippe Joanny, sur cette question. Oui, non, je ne peux que abonder dans ce sens. Je sais que sur les réseaux sociaux,
enfin, c'était la grande colère, quoi. Quand on a vu que en 6 mois, la planète, la planète riche se démenait pour mettre au point non pas un vaccin, mais des vaccins, et qu'on les promettait dans les 6 mois à venir, oui, c'était proprement scandaleux. Enfin, non, c'était nécessaire, mais... Il y a eu une résonance dans l'histoire, oui, bien sûr, évidemment, de ce que vous avez pu vivre. C'était juste inécoutable. À ce moment-là, et d'ailleurs c'est sidérant quand on lit évidemment ce récit, la partie médicale d'Anthony Passeron avec ce qu'on a vécu évidemment dans la pandémie de Covid. On suit la façon avec laquelle il s'informe des bulletins épidémiologiques qui arrivent des États-Unis en France. Ils sont pointés du doigt aussi par d'autres médecins qui ne croient pas en fait à l'idée qu'ils vont réussir à comprendre ce qui se passe avec l'arrivée du VIH aussi en France. Et évidemment, on salue, et c'est très bien fait dans votre roman Anthony Passeron, toute cette partie très documentée. Alors d'ailleurs, vous avez travaillé à partir de quoi et comment vous racontez toutes ces découvertes quasiment jour après jour? Oui, c'est quelque chose qui m'a intéressé parce que de toute façon, j'ai dû me documenter scientifiquement parce que d'abord, les membres de ma famille n'ont jamais voulu vraiment me dire ce que ça voulait dire d'être séropositif au début des années 80, et donc il a fallu que je me documente dans des archives scientifiques et médiatiques, et j'ai découvert aussi une histoire qui m'a semblé éminemment romanesque, et c'est vrai que j'ai pas mal sollicité les archivistes, notamment de Radio France, que je remercie, parce qu'à l'époque où je les contacte, c'est juste un manuscrit, donc ils ont été très gentils de m'apporter des réponses, mais il me semblait que c'était important parce que cette dimension scientifique, elle dit aussi dans quelle sidération s'est trouvé le milieu médical, et elle participe aussi d'expliquer ce qu'a été la maltraitance des séropositifs dans les services hospitaliers, parfois une maltraitance pas forcément volontaire, c'est-à-dire que la maladie faisait tellement peur et que médiatiquement on en parlait si peu, et les rares fois où on en parlait de manière si stéréotypée que nécessairement le personnel hospitalier ne pouvait être que terrorisé à l'idée de rencontrer des premiers malades du VIH/SIDA. Mais c'est vrai que c'est cette recherche dans ces archives-là qui m'a permis de faire le lien entre l'intime et le collectif, pour essayer de comprendre ce qu'ont été ces années, sans non plus les juger, mais en essayant vraiment d'en tirer des leçons. Ouais. Alors, ce sont les médecins Willy Rosenbaum et Jacques Lebovitch qui ont avancé la première fois l'hypothèse que ce virus se propagerait par le sang et par les relations sexuelles. Et on parlait du syndrome gay tout à l'heure. Il y avait trois catégories de personnes, si on peut dire, 4, qui étaient, en tout cas au début, concernées. Les homosexuels, les héroïnomanes, les hémophiles et les haïtiens. C'était aussi une vraie... on parlait de stigmatisation, mais un moyen de renvoyer la balle vers l'autre, en fait, d'ostraciser ces personnes-là. Oui, c'est ça, c'est vrai. Enfin, les Haïtiens, ça n'a pas duré très très longtemps. Je crois qu'on n'explique pas très bien pourquoi est-ce qu'il y a eu une poche. Les hémophiles, on connaît l'histoire, n'est-ce pas? C'est un scandale. Mais je crois que pour l'essentiel... Enfin, d'ailleurs, je me suis je me suis arrêté sur cette phrase dans le livre d'Anthony que j'ai relu. C'est lorsque... c'est le chef de clinique, tu vas me corriger, c'est le chef de clinique à l'hôpital de Nice qui dit « Je ne vais pas m'occuper... je ne travaille pas pour les PD et les drogués. » Oui, c'est exactement ça. C'est une confidence qui m'a été faite par le médecin qui a soigné mon oncle, ma tante et ma cousine, et qui m'a dit que, au début, quand il décide de s'occuper de cette maladie, elle est tellement associée aux homosexuels et aux toxicomanes que certains médecins décident qu'ils n'ont pas que ça à faire, en décidant que il y a des malades qui sont plus coupables que d'autres et qui méritent moins d'intérêt. Et j'ai hésité avant de la mettre dans le livre parce que je voulais pas, qu'un événement, un épiphénomène prenne trop de place. Mais quand à l'occasion de la tournée de présentation du livre, je rencontre tout un tas d'autres médecins qui confirment qu'on leur a dit plus ou moins la même chose. Et c'est vrai qu'on parlait des fameux 4H, et cette manière de stigmatiser des populations, certes, parmi ces 4H, on trouvait des gens qui étaient plus à risque, si j'ose dire. Évidemment qu'un toxicomane avait plus de chances d'attraper le VIH/SIDA qu'un hétérosexuel non toxicomane. Mais
si vous voulez, vous faites croire aux gens qui ne font pas partie de ces 4H que du coup ils ne sont pas concernés, et si vous voulez, vous soumettez à la vindicte populaire des gens qui n'y sont pour rien. Donc c'est vraiment une très très mauvaise optique en matière de prévention, évidemment. Mais ça nous rappelle une époque en même temps. Et pour revenir sur ce que disait Philippe, la question des Haïtiens, on s'en rendra compte beaucoup plus tard à partir de 2014 et des travaux vraiment globaux qui ont été faits. C'est pour une histoire d'immigration haïtienne en Afrique subsaharienne et de post-colonialisme en fait que les Haïtiens ont été très tôt représentés et documentés. Mais c'est pour ça que, encore une fois, la pandémie raconte une histoire et une géographie collective presque de la mondialisation, et c'est ça qui aurait été intéressant de faire. Mais ce qui a été choquant par rapport au Covid, c'est que on s'est rendu compte que 30-40 ans après les errements de ce qu'a été la pandémie de VIH/SIDA, il y a beaucoup de leçons qui n'avaient toujours pas été tirées. C'était surtout ça, je pense, qui nous a collectivement déçus. Et l'allocution présidentielle du 12 mars 2022, quand on nous annonce un confinement et que le président de la République dit que ce pays est devant la plus grave pandémie qu'il n'ait jamais connue, c'est là que je me suis rendu compte que j'appartenais à une communauté. C'est à ce moment-là, je fais partie des gens pour qui cette phrase a vraiment hérissé le poil. Et tout d'un coup, je me suis dit que alors j'appartiens à un groupe. Et c'est vrai que c'est pour ça que les livres sont importants, parce que c'est par les livres que je rencontre aujourd'hui Philippe Joanny, par exemple, et que j'ai rencontré Didier Lestrade auparavant. Et que c'est que finalement, on arrive à faire communauté pour se sentir un peu moins seul et porter ces questions collectivement, en l'occurrence à travers la littérature. Alors vous me tendez une perche, Anthony Passeron, puisqu'il y a un auteur qui a raconté le sida dans les années 90, c'est Hervé Guibert, à l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie, premier volet d'une trilogie autobiographique, et c'est Gabrielle, notre lectrice, qui l'a récemment relu. C'est un livre que j'ai lu quand j'avais une vingtaine d'années, et j'en avais parlé autour de moi parce qu'il m'avait pas mal secoué à l'époque. Et il faut dire que c'est un livre fort, c'est un livre intime, avec un style froid, direct, où Guibert dit la vérité, sans pathos par contre, mais en tout cas avec des mots assez crus. Il y a des scènes difficiles qui m'avaient pas mal intriguée, et ça m'avait interpellée, parce qu'avec ce témoignage, en fait, je découvrais les années SIDA, et c'était une époque où le malade était un paria. Donc ce livre, je viens de le relire, et en fait, je me rends compte que c'est un témoignage dont on ne parle plus tellement. Alors c'est vrai que le sida, maintenant, on vit avec, c'est plus synonyme de maladie mortelle, parce qu'heureusement, les traitements ont évolué, la recherche a énormément progressé, et je pense aussi que le regard que la société porte sur cette maladie a lui aussi évolué, et je me demande même si on l'a pas un peu trop banalisé. Et je serais curieuse de savoir ce qu'en pensent les invités de cette émission. Philippe Joanny, est-ce qu'on a banalisé aujourd'hui ce que représentait le sida? Est-ce qu'il le représente encore aujourd'hui? Banalisé, je ne sais pas. Je ne crois pas. Non, je ne crois pas. En tout cas, il est toujours important aujourd'hui de rappeler ce qu'ont été ces années, de rappeler l'histoire en fait qu'ont vécu ces personnes. Là, on est en 2023, ça fait 40 ans que le virus a été découvert. Identifié. Voilà, merci, plutôt. Elisabeth Lebovici et François Piron montrent cette extraordinaire, immense exposition qui s'ouvre là au Palais de Tokyo. Un peu plus loin dans l'année va s'en ouvrir une autre au musée d'art contemporain de Strasbourg. Anthony Passeron vient de sortir son livre, je sors le mien. Oui, il y a une espèce d'alignement des planètes, mais qui n'est pas qui n'est pas volontaire, mais en tout cas, qui veut dire qu'il y a un besoin, en tout cas, peut-être aussi. Je crois qu'on arrive, alors pas pour Anthony, mais plus pour Elisabeth et pour moi, mais on arrive à un moment de nos vies où on peut transmettre l'essentiel des gens qui auraient pu continuer à le faire sont morts. Ceux qui sont vivants atteignent un âge où ils peuvent transmettre.
C'est ce devoir donc de mémoire qu'on retrouve dans vos deux romans. Philippe Joanny, 95, chez Grasset donc. Et vous, Anthony Passeron, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Les enfants endormis, votre roman est publié chez Globe. Je remercie aussi nos camarades de France Bleu Azur de nous avoir permis ce duplex. Et je renvoie donc à l'exposition dont vous venez de parler, Philippe Joanny, exposition inspirée par le livre d'Elisabeth Lebovici, Ce que le sida m'a fait, art et activisme à la fin du XXe siècle. Exposition au Palais de Tokyo jusqu'au 14 mai prochain. Et puis, je vous renvoie aussi sur le site de France Culture et l'appli Radio France pour la série documentaire Quand la création raconte le sida, série documentaire signée Didier Roth-Benotti, réalisée par Nathalie Battus. 13h25 sur France Culture, voici les quadritèmes de Charles Danzig, épisode 1, les peintres qui ont pris la plume. Les cinéastes tentent parfois la littérature et, en général, n'y parviennent pas très bien. Pierre Cast avait publié un roman comme ça sur l'architecte Ledoux. Woody Allen est assez poussif à l'écrit et Orson Welles, qui était pourtant Orson Welles, a publié un mauvais roman. Tout ce que son génie de l'exagération du détail visuel transfiguré dans Monsieur Arkadine, le film, reste au niveau de l'aventure anecdotique dans Monsieur Arkadine, le livre. Je reviendrai sur Welles dans un volet de ce quadritème. Écrire des phrases et combiner des images sont des talents différents. Cela tient en partie à la liberté. Les cinéastes sont très contraints par le temps et l'argent, ce qui donne de très bons conseils. Quand on écrit des romans, il faut savoir être à la fois l'auteur, le financier et le producteur de son livre, sans quoi on peut se laisser aller à des complaisances, des coquetteries, des parasitages. Alain Guiraudy réalise d'excellents films, des films anarchistes, moins dans le sens où il y ferait de la politique que par le choix d'acteurs non ressemblants, des acteurs de tableaux flamands, quoiqu'ils aient souvent l'accent du sud-ouest. Et bien dans ses romans, à mon sens, il se laisse trop aller au vernaculaire et à des allongements qu'il ne s'autorise pas dans ses films. Que les cinéastes se rassurent, je ne dirais pas que les écrivains qui réalisent des films nous éblouissent beaucoup. C'est peut-être quand on a un talent un peu moins personnel qu'on peut réussir dans les deux domaines. Mario Soldati, qui a réalisé 32 films sympathiques, comédies, films d'aventure, a publié 28 romans. J'en ai lu plusieurs, certains avec plaisir, comme La Confession ou L'Enveloppe Orange. Dans un autre, L'Émeraude, il veut raconter un personnage hors du commun, un tapageur, un encombreur d'espace. La façon d'écrire n'est heureusement pas assortie au sujet, cela lui évite l'outrance. Soldati montre pourtant qu'il est difficile d'écrire un récit. Le sien est une narration, elle comprend tout et c'est trop. C'est une progression méandreuse comme la vie. Il y manque la mise en ordre de la fiction. L'éditeur de L'Émeraude a eu la bonne idée d'y ajouter une critique qu'en a fait Pasolini. C'est un éloge sincère et excessif qui, à mon sens, ne sert qu'à une chose, donner un coup de griffe à celle qui était alors une intouchable de la littérature italienne. Il n'était pas question de ne pas trouver Elsa Morante et un génie dans les années 70 et 80. Pasolini, qui n'avait pourtant peur de rien, ne l'a donc fait que par un détour. Il prend Soldati pour contre-exemple du refus de l'Esbrouf devant laquelle Elsa Morante ne reculait pas toujours. Cette manière de donner son avis révèle quelque chose du genre de relation de serpent dressé que peuvent avoir les écrivains entre eux et qui pourrait, si la boutique n'était pas moins intéressante que l'esthétique, faire l'objet d'un bon petit film méchant. Charles Danzig à écouter sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club, Oriane Delacroix, Zora Vignier, Jenna Grappard, Didier Pinot et Alexandre Alaïbegovic. Thomas Beau réalise cette émission et à la prise de son ce midi, Dalia à Paris et Alix Vernotte à France Bleu Azur, qu'on remercie très fort. Comment le sida vient percuter des trajectoires intimes. Ce n'est pas nous qui vivons dans la peur, c'est la peur qui vit en nous. Ça se passe beaucoup la nuit.